Alors, nous sommes avec notre historien que vous appréciez tous, monsieur le grand Eduardo. Ouais. Ça va, j'ai Ça, c'est géré. la présentation. Ah, ça, j'ai géré. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires, en fait, sur vos prestations, parce que je peux dire que ça, maintenant, hein, ce sont des prestations. Eh ben, écoutez, ça me fait plaisir. Si ça fait plaisir aux gens, c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Du teuf. C'est ce qu'on m'a demandé de traiter. Ouais, j'aimerais bien en savoir plus sur le teuf. Eh ben, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Quand j'ai préparé le sujet, en fait, j'en ai parlé un peu autour de moi et j'ai été étonné que les plus jeunes ne sachent pas ce que c'est en fait, que le teuf. Et ce qui est au-delà du teuf, ce que c'est, il faut voir ce que ça a représenté pour l'UFC. Du coup, comme d'hab avec moi, on va recontextualiser, on va remonter en 2004. Alors 2004, il faut savoir que l'UFC que vous avez l'habitude de voir maintenant, c'était pas du tout ça. À l'époque 2004, il y avait le Pride qui était très très loin devant et il y avait une organisation qui s'appelait l'UFC qui était là, mais bon, c'était pas l'UFC d'aujourd'hui. Et en fait, c'est un groupe qui avait été racheté, je l'ai déjà expliqué dans d'autres situations, par les frères Fertitta et donc Dana White qui était le président de cette organisation-là. Et ça faisait des années qu'ils galéraient à essayer de médiatiser leur événement. Ils étaient un petit peu arrivés en 2004 en bout de course, ils se disent bon bah là ça y est, c'est mort, on a essayé, on a investi, on le revend. Et en fait quand ils ont cherché à revendre, le prix qu'on leur proposait c'était vraiment dérisoire. Et ils se sont dit bon, on va pas laisser tomber comme ça, on va pas perdre de l'argent, on va tenter un dernier coup. Et en fait le dernier coup qu'ils ont cherché à faire, c'était à mettre leur programme, donc l'UFC, à la télévision. Et à l'époque ce qui marchait beaucoup, ça continue toujours à marcher d'ailleurs, c'est la télé-réalité. Et selon moi, ils sont un petit peu inspirés de ce que Sylvester Stallone faisait avec la boxe anglaise qui s'appelle le Contenders. Concrètement, c'est une télé-réalité qui vous présente des combattants en entraînement, en combat, etc. Et à travers un peu de l'excuse de la télé-réalité, concrètement, vous êtes en train de voir du MMA. Donc du coup, ils ont contacté Spike TV, qui est la chaîne qui retransmettait les premiers TUF, donc The Ultimate Fighter. Ils ont conclu un deal avec eux pour passer une saison. Donc le concept, il était simple, 16 combattants, 2 catégories de poids, et on prenait 2 stars de l'UFC pour les coacher. L'idée, c'était qu'ils s'éliminent les uns après les autres pour qu'on se retrouve avec 2 finalistes à la fin, dans les 2 catégories. Et le lot à gagner pour celui qui gagnait le tournoi, c'était un contrat, de ce qu'ils appellent un contrat à 6 chiffres. Donc, je rentrerai un petit peu dans les détails, si vous voulez, après, de combien ils étaient censés gagner à l'époque sur ce fameux contrat. Donc on a le premier TUF de l'UFC qui voit le jour. Et en fait, ils vont se rendre compte très rapidement que le public accroche. Et les audiences commencent à être intéressantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'UFC était tellement peu médiatisé qu'ils n'ont pas réussi à trouver de sponsors pour l'émission. Donc l'émission a été entièrement payée par l'UFC, par les Fertitta. Et en fait, ça s'avérait être un pari gagnant, puisque on va se retrouver en finale du TUF, le TUF 1, avec les 2 finalistes. Donc du coup, on a la première finale qui voit le sacre de Diego Sanchez. Malheureusement, la finale, elle est très rapide. En fait, Diego Sanchez s'impose très rapidement. Et en fait, c'est en train de passer à la télé, et là, t'as les spécialistes, enfin les responsables de l'UFC qui stressent un peu, se dire mais il faut vraiment qu'on ait un combat qui fait que les gens voient ce que c'est que le MMA. Et là, du coup, on va avoir Griffin contre Bonnard. Et en fait, pour vraiment les amateurs de MMA, etc., c'est pas ultra technique, mais par contre, c'est une grosse bagarre. Très grosse bagarre de 3 rounds où les deux vont vraiment donner leur vie pour aller décrocher le contrat. Et en fait, ils expliquent un peu, après, je sais pas si c'est réel ou pas, mais apparemment, de ce qu'ils disent, la courbe d'audience n'a fait que monter pendant tout le combat pour arriver au pic vraiment à la fin, où ils vont à la décision. Griffin gagne, il empoche le contrat, et c'est tellement la folie dans la salle, et Dana White et les responsables sont tellement contents du combat et du succès qu'il y a eu, que quand ils rentrent, en fait, ils disent non, ce soir il n'y aura pas de perdant, ce soir les deux vous repartez avec le contrat. Et en fait, ça c'est qui va se retrouver sur plusieurs éditions ensuite du TUF. On va voir que finalement c'est pas toujours le gagnant seulement qui est signé, et en fait on va voir à travers le TUF émerger énormément de stars. Suite à ce combat, il y a aussi le combat des 2 coachs. Du coup, c'était Randy Couture et Chuck Liddell qui étaient là, qui vont ensuite s'affronter. Et tout ça, ça va commencer à ramener du public à l'UFC.
Et on a le premier gros pic de vente qui va suivre justement ce stuff-là, qui est l'UFC 40, où il y a Tito Ortiz qui est confronté à Shamrock. Et en fait, dès la fin du TUF 1, il n'y avait pas de certitude de faire un TUF 2. Et en fait, ils expliquent qu'il y a un tel engouement, un tel boom sur les audiences, qu'en fait, dans les couloirs de cet événement-là, ils ont signé pour le TUF 2. À partir de là, tous les ans, jusqu'à aujourd'hui, il y a une petite pause entre 2018 et 2020, il me semble, sûrement lié au Covid, etc. Il y a une petite pause, mais depuis là, il y a toujours eu des éditions. Alors après, je ne vais pas vous faire toutes les éditions, bien entendu, mais petit à petit, il y a des petites évolutions. Par exemple, à partir du TUF 3, on a commencé à inviter des extras américains. Donc il y a Michael Bisping qui est arrivé, et un autre anglais aussi, c'était Ross, moi, je vais écorcher son nom, Poynton, un truc comme ça. Enfin, voilà, 2 anglais qui sont venus, et Bisping qui a gagné. Ensuite, on a eu à partir le TUF 4, où en fait, on a pris que des anciens de l'UFC, et en fait, le gagnant avait le droit de disputer le titre. Et bien, cet UFC-là a vu gagner Matt Serra. Matt Serra est parti affronter Georges Saint-Pierre. Je pense qu'on fera un sujet sur lui à un moment ou un autre. Et en fait, à la surprise générale, Matt Serra, qui avait un record de 9 victoires, 4 défaites, bat Georges Saint-Pierre, qui est même jusqu'à aujourd'hui un des prétendants au titre de GOAT, quoi. Et après, il y a eu d'autres évolutions, il y a eu des concepts équipe contre équipe, notamment le Black Zillions contre l'American Top Team. Il y a eu des TUF spéciales que entre filles. Il y a eu des TUF nation contre nation. Il y en a un personnellement que moi j'ai un petit peu plus suivi, c'est le TUF Brésil, vraiment au Brésil qu'avec des Brésiliens. Et voilà, c'est une formule qui jusqu'à aujourd'hui continue et elle fournit énormément d'athlètes à l'UFC. De tête là, rapidement, je peux vous citer quelques personnes qui sont passées par le TUF et qui ont été champions. Michael Bisping, Matt Serra, on a les filles Rose Namajunas, Esparza, voilà. Ouais, dès que c'est une fille, ça y est. Moi, t'inquiète. Et Kamaru Usman. Kamaru Usman est passé par là. À côté de ça aussi, énormément de stars qui n'ont pas été champions par exemple à l'UFC. Il y a Ryan Bader qui est passé par là. Enfin, ça a vraiment créé énormément de stars. Je vous invite, si vous avez le temps, à regarder les épisodes. Je vais vous donner quelques petites anecdotes sur certains épisodes. Moi, il y a un passage du TUF qui m'a marqué. C'est Jesse Taylor, c'est un participant du TUF qui arrive en finale sur un des premiers TUF et qui, la veille de faire la finale, ils sont à Las Vegas, il part, il boit, machin, il rentre à l'hôtel, il casse la porte de sa limousine, il arrive à l'hôtel, il fout la pagaille, etc. Et en fait, il se fait bloquer avant la finale. Il dit voilà, t'es pas prêt à assumer d'être une star de l'UFC, on te vire, tu fais pas la finale. Et des années après, il refait le TUF, un TUF un peu avec des anciens, et il le gagne. Et je trouve que c'est un parcours plutôt sympa. Il y a le TUF 10, où il y a eu Kimbo Slice. Alors, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, Kimbo Slice, c'était une star d'Internet. Aujourd'hui, vous avez les influenceurs, les gens de Dubaï, tout ça. Et à l'époque, il y avait Kimbo Slice. Kimbo Slice, c'était, puisqu'il est décédé entre-temps, c'était un bagarreur de rue de Miami. Et en fait, il a fait tout son buzz sur des combats, des backyard fights. En fait, il se donnait rendez-vous dans des jardins, il se boxait, et c'était une star du net. Et le premier combat qu'il a fait au TUF, bon, il a perdu parce qu'il est tombé contre le champion de cette année-là, qui est Big Country, Roy Nelson. Et le premier combat qu'il a fait au TUF, ça a été le pic d'audience du TUF. Et des histoires comme ça, il y en a énormément. Du coup, je vous invite vraiment, c'est un spectacle relativement plaisant. Je ne suis pas fan de télé-réalité, mais là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Il y a toujours des trucs qui sont un petit peu scénarisés, etc. Parce qu'il faut vendre le truc, mais c'est quand même intéressant. Vous avez quand même pas mal d'aspects d'entraînement qui sont intéressants à voir, et c'est toujours bien de voir un petit peu, moi notamment qui suis entraîneur, j'aime bien regarder ça pour voir un petit peu les méthodes d'entraînement, même si c'est pas sur ça que l'accent est mis. En tout cas, voilà, sachez que le TUF, ça a une importance vraiment primordiale pour l'UFC. C'est à partir de là que l'UFC a commencé à décoller. Donc là, le premier TUF a eu lieu en 2005. Et fin 2006 à peu près, il a racheté le Pride, et maintenant l'UFC, concrètement, pour le fan lambda, il n'y a que ça en fait. Ouais, les gens, ça me stresse un peu quand ils disent « Ah, tu fais de l'UFC ». Bref.
Et sachez que cet élément-là, c'est l'élément clé qui a fait que l'UFC est ce qu'il est aujourd'hui. Et avant ça, c'était pas aussi glorieux que ça. J'ai le droit de poser une petite question? Bien sûr. Désolée. Je m'excuse d'avance. C'est quoi la question? Est-ce qu'on a des Français qui ont participé au TUF? Ouais, il y a eu des Français. Après, je voulais justement aller voir tous les épisodes, voir les petits détails sur la participation des Français. On a eu un coach, je crois qu'il est invité aujourd'hui d'ailleurs, un certain The Snake. Qui est-ce? Nous sommes déjà dans MMA Quiz. Nous avons switché rapidement. Qui est non, présent? Par contre, un jour, je serais content d'affronter la fameuse Team Ropers. C'est une qui candidature. impose le respect. C'est une candidature. Voilà, faudra que je trouve un nom, parce que pour affronter la Team Ropers, il faut avoir du niveau. Vous voulez peut-être que je vous donne le fameux contrat qui était à gagner sur le TUF. Tout à fait. Donc il y avait 3 combats par année, 3 années de contrat. Les 3 premiers combats de la première année, c'était 12 000 $ plus 12 000 en cas de victoire. La deuxième année, c'était 16 000 plus 16 000 en cas de victoire. Et la troisième année, 22 plus 22. C'est-à-dire qu'au bas mot, s'il faisait tous les combats, il y avait 150 000 $. Et je finirai sur ça, en fait. Il y a Bonnard, à la fin du combat, qui dit « Mais en fait, je vais pouvoir vivre de ça maintenant. » Pour que vraiment vous recontextualisez. Alors que maintenant, on dit « Ah, il n'est pas assez payé. » Ou voilà. Ok, bon, merci beaucoup Eduardo. J'ai hâte déjà d'être au prochain numéro. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais à mon avis, ça va être intéressant. J'espère. À très vite. Merci. À très vite.